Bonjour, je me présente, donc je suis Robin Nollet, je suis à la direction gestion micro, tac. Je suis à la direction gestion d'actifs et concessions de la CNR et je vais vous présenter donc pour cette journée technique d'information sur les digues une présentation de 20 minutes sur le Rhône aménagé et la gestion des ouvrages en crue. CNR. Donc, pardon, il est ouvert. Donc j'aborderai d'abord rapidement les aménagements CNR anciens. Les aménagements anciens, pardon, puis je vous présenterai la conception et la gestion des aménagements CNR en crue. Donc la CNR, en fait, c'est une société anonyme avec un directoire qui dirige donc la CNR, composé de 3 personnes, et un conseil de surveillance. Donc c'est un peu particulier, c'est une société anonyme d'intérêt général, en fait, avec un capital majoritairement public. Donc on retrouve dedans la Caisse des dépôts, les collectivités locales et le groupe Engie. Donc ça, le plan, le Rhône est aménagé depuis très longtemps. Hein, donc on a d'abord les premiers franchissements, donc avec des gués, les bacs. Donc là vous avez une illustration du bac à trail de Oulin en 1900 à peu près. Et en dessous, une représentation du pont de Bénezet à Avignon, construit en 1177, sur les ruines d'un pont romain. En dessous, on retrouve le pont de Rochemort, qui est de l'ingénieur Marc Séguin en 1842. Donc ça a été rénové dans le cadre du plan Rhône en 2013. On trouve aussi donc le long du Rhône, avec les crues récurrentes du Rhône. Là, vous voyez au-dessus la frise chronologique des crues à Beaucaire, donc depuis le XVIe siècle. Donc les riverains se sont organisés ensuite en syndicats pour construire des digues de protection contre les inondations. Donc là, vous voyez un exemple à Viviers, à gauche, de la digue Saint-Michel, construite en 1847. Donc c'est un plan du service spécial des ponts et chaussées, donc l'ancêtre de l'Adréal, on va dire. Et voilà. Et à droite, vous avez une coupe en travers d'un projet de rehausse du syndicat de la Grande Camargue en 1860, donc le projet de rehausse post-crue de 1856. Donc ensuite, on a eu des aménagements à courant libre pour améliorer les conditions de navigation, qui était le principal mode de transport sur le Rhône au début du 19e siècle. Donc pour favoriser la chenalisation, donc ça a été un peu présenté tout à l'heure, et pour gagner en mouillage en fait pour les bateaux, des aménagements spéciaux ont été faits à partir d'épis plongeants de digues basses. C'est ce qu'on appelle en gros les casiers Girardon. Donc ces aménagements favorisent l'incision du chenal en augmentant les vitesses et le fixe en fait dans les marges qui vont progressivement s'exhausser par sédimentation dans les casiers. Donc ça fixe le chenal. Ça, c'est des aménagements pour la navigation. On trouve aussi des aménagements pour les axes routiers, ferroviaires, donc qui ont progressivement occupé la vallée. Donc ici, un exemple de la confluence de la Drôme avec la carte de Cassini en 1777. On voit que seule la route à l'est est présente. Et ensuite, sur la carte d'état-major entre 1820 et 1866, on montre qu'il y a la voie Paris-Lyon-Marseille qui a été créée, et notamment sa section Livron-la-Voulte, qui a été construite en 1860, qui est perpendiculaire à l'écoulement du Limageur. Et aussi la route nationale 86, donc, qui a été construite, elle, en 1872, dans la plaine de Prince-Garde. Enfin, on a aussi tous les aménagements hydroélectriques, donc pendant la période de la houille blanche, avec en haut, vous voyez ici la centrale des forces motrices au niveau des Pertes du Rhône, à Bellegarde, construite mise en service en 1873, et la centrale hydroélectrique de Cusset, mise en service en 1899. C'est le seul aménagement qui n'est pas intégré dans la concession d'ensemble aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter les aménagements CNR. Donc, après ce rapide survol des aménagements anciens qui influencent encore aujourd'hui en fait le fonctionnement du fleuve en crue. Donc, la concession CNR, c'est une concession unique accordée par l'État selon la loi en fait générale de l'utilisation des forces hydrauliques de 1919 et la loi spéciale de 1921.
Donc elle a pour particularité de couvrir 3 domaines solidaires, donc le développement de la navigation, la production hydroélectrique et les autres usages agricoles. Donc c'est une concession qui a été attribuée en 1933 à la CNR. Elle est régie par un cahier des charges général qui traite notamment des aspects, on va dire, voies navigables. Et après, ça a été complété par 18 cahiers des charges spéciaux qui, au mesure de la construction des aménagements, sont venus spécifier en fait les conditions d'aménagement et conditions d'exploitation de chacun des sites. Donc en gros, il aura fallu plus d'une quarantaine d'années pour construire les 18 aménagements. Donc après, par contre, sans modification importante par rapport au projet initial qui englobait déjà l'ensemble des aménagements. Donc les aménagements, ils ont été réalisés selon une logique de rentabilité, avec les premiers en fait qui permettaient de financer la construction des suivants. Donc avec en premier l'aménagement de Gilinicia qui a été mis en service en 1948. Donc c'est le seul aménagement de moyenne chute avec une chute de 64 mètres et qui a un barrage poids. Et ensuite, après, en 1952, commence la construction des aménagements au fil de l'eau avec Donzère. C'est des aménagements que je vais vous développer ensuite. Donc on a fait 4 aménagements dans les années 60, puis ensuite on a fait 6 aménagements dans les années 70 et 5 aménagements dans les années 80 pour finir par Sobrena, là, que vous avez représenté, le dernier en 1986. Donc il s'agit bien d'un programme d'ensemble qui a été conçu avec une volonté partagée avec les élus. La vallée du Rhône, en fait, compte tenu de son activité économique importante, de l'agriculture, de l'habitat, ne se prêtait pas à la construction de grands barrages réservoirs. On n'a pas fait comme en Chine, par exemple. Et donc on a construit plutôt plutôt que 2-3 grands barrages qui auraient noyé complètement la vallée, on a construit une succession de petites chutes au fil de l'eau qui préservent les plaines d'expansion naturelle. Donc le découpage des chutes successifs, il a été dicté par la géographie de la vallée et ses épanouissements, comme ici avec le défilé de Donzère en photo. Donc ce qu'on voit, c'est que cette configuration de la vallée elle a conduit au choix technique retenu. Donc les épanouissements de la vallée qui se succèdent sont propices à la construction de grandes dérivations avec restitution au fleuve lorsqu'on atteint un étroit. En même temps, on devait respecter les caractéristiques de la vallée et préserver au maximum l'espace. Donc on a construit un aménagement avec dérivation et restitution au fleuve, un découpage en aménagement de bas de chute fil de l'eau, c'est ce qu'on a dit, et un découpage qui préserve l'espace avec la construction d'endiguements latéraux. Alors tout ça conduit en fait à des retenues qui ont des volumes qui sont vraiment, bon, c'est un peu le même principe que sur la Saône, qui ont des volumes qui sont insignifiants face aux crues. Donc voilà. Donc les critères de conception et de gestion qui se sont imposés, c'est donc le respect de la caractéristique de la vallée, l'économie de l'espace, et un objectif prioritaire et incontournable, c'est la neutralité vis-à-vis des crues. Donc il s'agit bien en effet de ne pas aggraver la situation par rapport à celle qui prévalait avant les aménagements, mais immédiatement avant les aménagements, puisque comme on l'a vu précédemment, il y a eu de nombreux aménagements en fait dans la vallée du Rhône qui continuent encore aujourd'hui à avoir un impact sur les écoulements. Donc c'est ces critères qui ont servi de référence aux ingénieurs chargés des calculs pour dimensionner les aménagements, donc à partir de modèles physiques ou de modèles hydrauliques. Pour chacun des sites, il y a une étude spéciale pour respecter bien l'ensemble de ces objectifs. Donc les débits de dimensionnement ou les débits de projet, c'est-à-dire le débit que l'aménagement doit être en mesure de faire transiter sans subir de désordre, il a été fixé sur la base des études donc réalisées à l'époque pour une crue de période de retour 1000 ans. Donc en gros, c'est une crue qui a une probabilité d'1 sur 1000 chaque année de se produire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les solutions qui ont été retenues en définitive, c'est souvent issu des ajustements qui ont été faits à l'occasion des enquêtes publiques et aussi à la demande des services de l'État. Il y a pu y avoir des demandes spécifiques. Donc après, là, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un aménagement type. Donc là, si on prend le secteur de péage de Roussillon en 1950, puis en 1977, donc on voit, là vous voyez à la fois en haut une vue en plan et en bas une vue en profil. On voit qu'on a construit donc une dérivation qui est représentée en bleu clair, avec une pente plus faible en fait que le Rhône, ce qui permet de créer une chute en fait sur laquelle on installe l'usine. Donc le barrage mobile relève le niveau d'eau et oriente le débit vers la dérivation.
Et vous avez donc la puissance hydraulique brute, c'est le produit en fait de ce débit dérivé par la hauteur de chute qui est ainsi créée. Voilà. Donc l'aménagement type, il est ainsi constitué d'une dérivation qu'on appelle canal d'amener à l'amont de l'usine et canal de fuite à l'aval de l'usine. Le vieux Rhône est le tronçon qui est court-circuité par la dérivation. La chute à l'usine est également obtenue par relèvement du niveau d'eau dans ce qu'on appelle la retenue à l'amont du barrage, que vous avez représenté ici. Cette retenue, elle est donc bordée d'endiguements pour préserver les terres agricoles. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la retenue, c'est pas un stock d'eau, c'est pas une réserve d'eau. Toute l'eau qui rentre à chaque instant dans la retenue de l'aménagement doit sortir, donc soit par l'usine, ou soit par le barrage, ou soit par les deux. Mais à chaque instant, il faut que l'eau sorte. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un aménagement au fil de l'eau. Donc en plus, donc une écluse a été accolée à l'aménagement pour permettre à la navigation de franchir la chute. Et donc vous voyez aussi de représenter ici des contre-canaux le long des endiguements qui permettent de récupérer l'eau qui percole à travers les endiguements, parce que les endiguements sont des ouvrages perméables. Donc rapidement, de manière schématique, les endiguements ils sont construits à partir des matériaux en place, en déblai-remblai. Vous voyez ici la construction de l'aménagement de Donzère-Mondragon. À la mise en eau, en fait, ces endiguements sont en charge. Donc il s'agit bien de barrages au sens de l'article R214-112 du Code de l'environnement, et pas des ouvrages de protection contre les inondations. En termes de caractéristiques, les endiguements barrages CNR supportent une charge hydraulique qui est relativement faible, de 4 à 20 mètres. Comme nous l'avons dit, ils sont constitués des matériaux en place, donc sable, gravier, galets, ainsi que des matériaux fins, limon, silt, argile. Il s'agit bien d'ouvrages perméables, donc un contre-canal que vous avez représenté ici permet de récupérer les eaux d'infiltration et de rabattre le niveau piézométrique dans la digue pour régler la nappe en fait alluviale à un niveau qui soit compatible avec l'occupation de la plaine, notamment avec les problématiques d'activité agricole ou l'urbanisme. Donc vous voyez ici aussi sur le schéma en rouge les tubes qui permettent de contrôler le niveau de la ligne piézométrique dans l'endiguement. Je vais vous présenter maintenant rapidement la gestion des ouvrages CNR en crue. Donc en situation courante, le canal d'amener capte l'essentiel du débit, jusqu'à atteindre du débit maximal que CNR est autorisé à dériver. Donc généralement, ce débit maximal il est de l'ordre de 1,5 fois le module. Donc le barrage va relever le niveau d'eau et contraindre l'eau à emprunter le canal de dérivation. Donc tant que le débit du Rhône est inférieur à ces valeurs, le barrage, lui, va délivrer dans le Vieux-Rhône le débit réservé, donc c'est le débit minimum pour maintenir la vie aquatique. En gros, c'est 1/20 du module. Pour les débits les plus faibles, on va avoir les hauteurs de chute les plus importantes au barrage et à l'usine. Voilà. Si on a 2 personnes dans la retenue, en fait, elles vont voir quasiment le même niveau à l'amont et à l'aval. Après, lorsqu'une crue se produit, donc le rôle de CNR, ça consiste à manœuvrer les ouvrages dans le respect des consignes d'exploitation qui sont approuvées par le service de contrôle de l'État et qui sont conçus en fait pour garantir le principe de neutralité des aménagements vis-à-vis des crues. Donc concrètement, avant même d'être en crue, lorsque le débit du Rhône augmente et dépasse la capacité limitée des usines, les vannes du barrage vont s'ouvrir progressivement avec une vitesse qui est adaptée à la crue qu'on doit faire transiter. Le Rhône va retrouver graduellement sa pente naturelle, l'eau s'écoule librement et la dénivelée qui a été créée pour produire de l'énergie au fur et à mesure elle s'efface. Donc en période de crue, la production hydroélectrique passe vraiment au second plan. En règle générale, les petits crus vont passer dans les aménagements sans débordement. Pour les crues moyennes, on va avoir les premières submersions, comme représenté ici en bleu clair. Là, on a les premières submersions. Donc il va y avoir un basculement progressif du plan d'eau. Donc ici, une personne qui est représentée en vert, là, située dans la position 1, verra bien le niveau d'eau monter avec l'augmentation du débit. Par contre, la personne qui sera située en 2, la position en rouge, va voir le niveau baisser alors que le débit est en train d'augmenter. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif. Et ce phénomène normal en fait de basculement, de retour progressif à la pente naturelle du cours d'eau,
c'est souvent interprété à tort par la personne qui se situerait dans la position 2 comme une vidange de la retenue. Alors qu'en fait, quand on regarde, le volume de la retenue, il est bien croissant avec l'augmentation du débit. C'est simplement le phénomène de retour naturel progressif à la pente du cours d'eau. Donc enfin, si la crue est plus forte, les ouvrages ils fonctionnent avec la même logique de neutralité amont, aval, rive droite, rive gauche, toujours progressivement dans la limite de ce qui est nécessaire pour respecter ces principes. Le barrage continue de s'ouvrir jusque potentiellement à une ouverture totale. Alors il y a pratiquement plus de chute à l'usine et au barrage. L'usine continue de fonctionner, mais avec une chute plus faible, les débits à l'usine sont très réduits. D'autant que pendant les crues, il y a énormément de flottants, de bois, et qu'il faut dégriller à l'usine. Donc là, à ce moment-là, la priorité de l'exploitant, c'est vraiment plus du tout la production hydroélectrique, c'est vraiment de dégriller au maximum, de faire en sorte que l'usine passe le débit. Donc c'est vraiment sa priorité. Donc là, on a le fleuve qui retrouve progressivement sa pente naturelle. Donc c'est vraiment le phénomène de basculement depuis un plan horizontal, quasi horizontal, jusqu'à une ligne d'eau qui suit la pente naturelle du cours d'eau. Et ensuite, donc là, si on prend 2 personnes, avec l'évolution du débit, qu'on soit en amont ou en aval de la retenue, si le débit augmente, on va voir le niveau qui augmente. Donc là, on retrouve la logique classique. Et là, au fur et à mesure, les inondations vont mobiliser l'ensemble des plaines inondables. J'y reviendrai plus tard. Donc, en fonction de l'intensité de la crue, au niveau du personnel CNR, il est mobilisé au niveau des aménagements de chaque site, des directions territoriales et des services du siège. Donc, en forte crue, on va avoir un service de car. Donc les aménagements, ils sont conduits en automatique en temps normal. Mais en forte crue, on va avoir un service de car avec une conduite manuelle mise en place aux aménagements. On va avoir des équipes qui vont faire des jaugeages, des relevés de ligne d'eau, des laisses de crue, des photos aériennes. Donc ça, c'est des équipes des directions territoriales et du CACO, le Centre d'analyse comportementale des ouvrages hydrauliques, qui est à Lyon, à Gerland. On va avoir une surveillance renforcée des ouvrages, des dispositifs de mesure. On vérifie la cohérence des cotes, on fait des visites des ouvrages suivant les plans des visites techniques approfondies. Enfin, en cas de situation exceptionnelle, par exemple si jamais on s'approchait du débit de dimensionnement des aménagements, on va avoir mise en place d'une cellule de crise qui va gérer en fait l'événement avec l'appui de l'ensemble des experts métiers et qui sera en relation avec les services de l'État, donc soit le préfet de département, soit le préfet de la zone de défense et de sécurité en fonction de l'étendue de l'événement. Donc un point important, c'est qu'en termes de prévision d'information des crues, CNR n'a pas de mission en lien avec cette prévision des crues. C'est l'État qui assure l'organisation, de la surveillance, de la prévision et de l'information sur les crues au titre de l'article L564.1 du Code de l'environnement et conformément au schéma directeur de prévision des crues du bassin Rhône-Méditerranée. Par contre, CNR participe au dispositif public de prévision des crues en mettant à disposition des services de prévision des crues de l'État, les SPC, les données hydrométriques de son réseau de mesure, donc ce qui est niveau et débit, et ainsi que sa propre expertise en matière de prévision. Donc on partage aussi nos outils de prévision et bulletins d'information. Concernant le circuit de l'information en crue, à partir des diverses données, dont celles qui sont issues de CNR, l'État, donc les SPC et le CHAPI, vont établir les vigilances et la prévision qui est accessible sur le site Vigicru et aussi sont en contact avec les préfectures qui sont en lien avec les différents acteurs de la sécurité civile. Encore une fois, CNR n'a pas pour mission de diffuser aux tiers les informations en matière de prévision des crues, au risque d'interférer en fait avec les services opérationnels, la chaîne opérationnelle de l'État. Donc, par conception, comme nous l'avons vu, le principe de fonctionnement des aménagements CNR au fil de l'eau avec retour progressif à la pente naturelle fait qu'ils n'ont pas de capacité de stockage. Ils n'ont pas été conçus pour contenir ou réduire les crues, mais pour préserver le rôle écrêteur des plaines naturellement inondables préexistantes et garantir la neutralité vis-à-vis des inondations. Nous allons maintenant voir en gros les différents principes d'inondation des plaines. Donc, tout d'abord, l'inondation directe par le lit mineur, là représenté en bleu, donc, dans lequel peuvent exister des digues de protection contre les inondations. Donc, je les ai représentées en violet, à bien différencier
des endiguements, barrages, des aménagements CNR qui sont représentés en marron. On peut avoir un deuxième mode d'inondation qui est l'inondation par refoulement par les contre-canaux, donc depuis l'aval du barrage ou depuis l'aval de l'usine hydroélectrique. Et enfin, on peut avoir un troisième mode d'inondation qui est présenté ici avec l'inondation par un déversoir. Donc ça va s'opérer en deux temps. L'altitude de la race du déversoir aura été calculée de telle manière en fait que compte tenu de la ligne d'eau, il va s'amorcer en premier et que s'opère en fait une inondation progressive avec des vitesses relativement lentes. Puis dans un deuxième temps, en fait, le déversoir amont va s'activer pour que la plaine inondable joue pleinement son rôle écrêteur de crues préexistant. Mais seulement quand il y a un matelas d'eau qui est déjà présent pour préserver les terres en fait, et éviter les problématiques d'érosion. Donc, comme nous pouvons le voir, les aménagements CNR ne sont pas des ouvrages de protection contre les inondations. CNR d'ailleurs n'a pas dans ses missions la protection contre les inondations. Lors des crues importantes, l'eau s'écoule dans les plaines naturellement inondables submersibles et dans les plaines inondables préexistantes qui ont été préservées par les aménagements. Ceci notamment par le biais de digues submersibles ou de déversoirs. On peut toutefois avoir un certain bénéfice, donc certains secteurs sont inondés pour des débits un peu moins fréquents, et on va avoir aussi une réduction des vitesses et un abaissement des hauteurs liés à certains phénomènes que je vais détailler ensuite. Donc c'est le principe du refoulement par l'aval. Donc sur cette illustration qui est simple, permet de visualiser l'amélioration apportée par l'inondation indirecte par refoulement. Donc sans aménagement particulier, l'eau de la plaine suit le niveau du Rhône en fait. Et on a des vitesses qui arrivent directement sur les enjeux. Dans l'inondation par refoulement derrière un endiguement, la même zone se retrouve hydrauliquement raccordée à un point plus à l'aval, donc à un niveau inférieur. Et d'autre part, la vitesse de l'eau s'étend à contre-pente, et donc elle est considérablement réduite. C'est un principe qui va se retrouver sur les modes de submersion 2 et 3, vus précédemment, donc l'inondation par remontée dans le contre-canal et l'inondation par déversoir. Donc on retrouve ce principe de fonctionnement, c'est un principe en fait ancien, sur les digues de protection contre les inondations qui sont dans les vieux Rhônes. Donc c'est des systèmes de digues qu'on peut appeler en arête de poisson. Et donc là on va retrouver exactement le même fonctionnement avec en fait une inondation par l'aval qui est aussi une réduction des vitesses. Et ensuite, une fois que le débit va dépasser les digues, il y aura eu un matelas d'eau en fait, qui permettra de protéger à la fois les terres agricoles et en même temps qui permettra aussi de ne pas trop dégrader la digue. Donc c'est vraiment un système qui est vraiment intelligent avec une zone protégée qui est progressif et un système qui est relativement résilient. Juste un petit point sur la culture du risque d'inondation. Donc un gros effort a été fait par les partenaires du plan Rhône-Saône, pardon. Mais le sentiment de risque inondation est que le risque inondation est pleinement maîtrisé, que par exemple les aménagements CNR ont complètement dompté les crues. Il est encore vivace ce sentiment dans la population. Et il faut dire que la pause hydrologique qui est complètement fortuite qu'on a observée à l'issue des aménagements, donc là vous voyez à gauche la station de Viviers, c'est les débits maxima à la station de Viviers, vous voyez à gauche les aménagements de Donzère-Mondragon ont été réalisés en 1952, Cadrousse en 1975 et Avignon en 1973. Et on a eu une pause hydrologique qui fait que pendant 41 ans, de 52 à 92, on n'a pas eu de crue. Et c'est vrai qu'après, avec le réveil hydrologique qu'il y a eu en 93, 94 et 2002, 2003, il a été plus difficile d'expliquer à chaud en fait aux personnes que c'était pas une défaillance d'un système de protection, mais c'était simplement que les aménagements CNR, ils n'avaient pas été conçus pour faire de la protection contre les inondations et qu'on retrouvait simplement les plaines inondables qui avaient été préservées pour rejouer leur rôle d'écrêtement de crues. Donc ça montre bien qu'il faut vraiment insister sur la culture du risque inondation, surtout dans une population qui est de plus en plus mobile. Alors juste pour conclure, le dernier petit diapo pour illustrer que tout au long de l'année, CNR fait une surveillance de ses ouvrages et du lit du fleuve pour garantir la sûreté hydraulique et rend compte au service de contrôle.
enfin les derniers points à retenir, je balaye pas tous les premiers points, mais juste le dernier point. Donc au même titre, donc on a vu les aménagements CNR, ce sont des barrages et pas des digues de protection contre les inondations. Et au même titre qu'un remblai routier ou ferroviaire, les endiguements barrages CNR pourront besoin, par voie conventionnelle et dans la limite de la compatibilité avec leur fonctionnalité première, qui est barrage hydraulique, être mis à disposition de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations pour contribuer à un système d'endiguement. Voilà, donc vous pouvez retrouver les éléments que je vous ai présentés dans le Rhône Ancien Question, qui est un ouvrage collectif où vous retrouvez vraiment essentiellement toutes les informations que je vous ai présentées. Et vous pouvez aussi télécharger sur le site de la CNR une plaquette sur les crues, j'en ai apporté quelques-unes avec moi, et aussi voir un film sur CNR et les crues. Donc c'est une convention en fait, c'est simplement une convention entre le GEMAPien et CNR qui va définir en fait quel ouvrage est mis à disposition, pourquoi, etc. Quels sont les... Il y a beaucoup de choses à voir au sein de cette convention, les problématiques de surveillance, etc., etc. Mais c'est pas une mise à disposition de l'ouvrage, c'est une mise à disposition de la fonctionnalité, on va dire, protection contre les inondations. C'est comme les remblais routiers ou ferroviaires. L'ouvrage reste d'abord un barrage, et si jamais c'est compatible avec la fonctionnalité, a priori oui, mais bon, on ne sait jamais, ça peut être mis à disposition. C'est les termes des textes.